Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. C'est Iboussi. Je suis avec Ibrahim Assouri Diabareté. Comme vous le voyez. Ibrahima, bonjour. Bonjour Ibou, Comment est-ce que ça va? ça va Alhamdoulilah. Bienvenue à toutes et à tous dans le sujet d'actualité version française. Ibrahim Assouri Diabareté, on a Oui, appris que l'opération Barkhane oui. a mis fin à ses activités dans le Sahel. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ok, merci de m'avoir donné l'opportunité de parler du retrait de Barkhane, Oui. retrait officiel. Mhm. Et Barkhane, le retrait avait été annoncé, on va dire comme ça, par le président même de la France, Oui. Emmanuel Macron. Il avait déjà annoncé ce retrait. Mhm. Et, sauf que l'annonce avait été faite de façon unilatérale et nos autorités m'avaient déploré cela en son temps. Mhm. Donc, et parce que bon, c'est généralement quand il y a des opérations de ce genre, le pays qui envoie les troupes et le pays qui accueille les troupes, normalement, doivent se concerter Absolument. pour décider du retrait et pour que ce soit un retrait ordonné. Mhm. Absolument. Alors, comme la situation est devenue intenable entre le Mali et la France, Absolument. qui n'était plus en odeur de sainteté, consécutif au second coup d'État, que Macron a appelé un coup d'État dans un coup d'État. Le 24 mai. Donc, suite à ce second coup d'État, oui, le 24 mai, et le président français, d'abord, ils avaient annoncé la fin des opérations, en tout cas conjointes avec l'armée malienne. Absolument. Et après, dans la foulée, ça a suivi la révocation. Le Mali même a décidé finalement, parce que le Mali a attendu enfin la France de créer un cadre, c'est-à-dire que dans lequel il pouvait discuter sérieusement du retrait, en tout cas de la force Barkhane, annoncé en grande pompe par le président Emmanuel Macron. Mhm. Alors, nous allons faire économie de tous ces feuilletons-là. Ils ne se sont pas entendus et par fini, la France a décidé de se retirer. Donc, il y a eu un premier retrait parce que les Maliens même avaient dit que vraiment, ils ne vont même plus attendre longtemps. Ils souhaitent que la France même plie immédiatement ses bagages. Ouais, effectivement, effectivement. Voilà, donc il y a eu un premier retrait qui a été quand même fait en bon ordre, disons ainsi. Mhm. Mais voilà, les dernières troupes en date, je crois, le retrait par rapport au camp de Gao. De Gao, je crois, à ce niveau, la France est partie en mettant la clé sous la porte. Et là, la partie malienne n'était pas présente. Non, c'est Donc, vrai qu'il y a eu quand même une succession de retraits, Gao, Gossi, etc. Voilà. Mais maintenant, ils disent, c'est vrai qu'il y a eu la fin de l'opération Barkhane au Mali, mais maintenant c'est dans le Sahel, Ils disent que c'est fini maintenant. Oui, ils ont dit. Alors, que c'est fini. est-ce que réellement c'est fini? Est-ce que la France n'est pas partie pour bien rester, pour mieux rester? Parce que le fait d'annoncer le retrait, ou disons la fin de l'opération Barkhane, en maintenant encore ces troupes, notamment au Niger, au Tchad et au Burkina, alors on ne peut pas parler de retrait proprement dit, ou de fin de l'opération. Certes, l'opération va changer de nom, comme ils ont l'habitude de le faire. C'est-à-dire qu'en un mot, c'est le continent qui va changer de nom, mais le contenu va rester les mêmes, les missions, les objectifs aussi vont rester les mêmes. Et en annonçant la fin de l'opération Barkhane, je crois que c'est juste une opération de charme de mon point de vue, parce que la France espère ainsi essayer en tout cas de diminuer un peu la fièvre, ce qu'ils appellent le sentiment anti-français. Et donc peut-être en annonçant en grande pompe la fin de l'opération Barkhane, et bon, les populations, en tout cas des pays du Sahel, vont peut-être se réjouir du fait que, bon, voilà, ça a été dit, la France va partir, mais ils ne sont pas partis. Ils disent qu'ils vont partir, mais ils sont toujours là. Oui, Donc, le président français, il a dit qu'il va y avoir moins de présence militaire française dans le Sahel. Bon, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Moins de militaires, cela veut dire qu'ils vont diminuer l'effectif. Ils vont diminuer l'effectif et ils disent que finalement, ils vont travailler avec les pays qui consentent, qui veulent travailler avec eux, qui veulent collaborer avec eux. Et donc, en fonction de ça, ils vont continuer à leur lutte contre le terrorisme. Mais est-ce que ça, il n'avait pas déjà dit? Est-ce qu'il n'avait pas déjà dit ça?
Oui, il avait déjà dit ça, mais on sait que les actions n'ont pas suivi les propos. C'est vrai qu'il y a eu... qu'est-ce qu'ils ont fait? On a juste allégé un effectif d'un pays pour l'amener encore dans un autre pays du Sahel. Donc ça, ce n'est pas un retrait proprement dit. C'est pas un retrait. Si tant est que la mission est une mission dédiée au Sahel, alors si on annonce la fin de l'opération au Sahel, on ne doit pas prendre ces bagages d'un pays pour les amener, les déposer dans un autre pays. C'est vrai, c'est vrai. Du Sahel encore. Donc là, c'est juste une opération de charme, c'est juste de la poudre aux yeux. Et ça va continuer, et surtout encore que nous avons constaté ces derniers temps que il y a des attaques maintenant dans le Golfe de Guinée, les pays du Golfe de Guinée, donc les pays côtiers où on est en train d'enregistrer quelques attaques à ces endroits. Alors on peut comprendre que la France va certainement procéder à une réarticulation de ces éléments, de ces troupes, en tout cas ceux qui ont jusqu'ici évolué au sein de la force Barkhane. Oui. Mais vous pensez qu'il y a un lien entre ces attaques et la présence française? Ou bien pensez-vous peut-être que c'est des attaques peut-être provoquées pour pousser la France à aller aider nos frères des pays côtiers, c'est ça? Bon, moi je crois que quand on essaye de faire un peu la genèse de l'intervention française au Sahel, nous allons remonter jusqu'à la guerre en Libye. Une guerre qui a été fomentée par la France, aidée par ses alliés de l'OTAN, qui sont allés foutre le bordel en Libye. Ils n'ont pas pu, ils disaient qu'ils allaient amener la démocratie en Libye, et finalement ils ont carrément détruit le pays. Les Libyens n'ont ni la démocratie, ils n'ont ni la paix aujourd'hui. Donc ils ont aussi perdu leur leader charismatique et qui vraiment jouait un grand rôle dans l'Afrique, en tout cas dans le développement de l'Afrique, dans l'autonomisation de l'Afrique. Alors si on essaie de remonter dans le temps, on comprendra aisément que ces guerres-là sont des guerres suscitées. Ces conflits-là sont des conflits suscités, que ce soit les rébellions, que ce soit les conflits intercommunautaires ou intracommunautaires. C'est toujours des conflits qui sont suscités par l'Occident et par la France. Alors si aujourd'hui on voit que le mal est en train de se déplacer pour aller vers les pays côtiers, là on comprend tout de suite qu'ils sont en train d'activer. C'est-à-dire que ces éléments-là, parce qu'ils ne veulent pas quitter en réalité le Sahel, ils veulent trouver un endroit où ils peuvent aller s'agenouiller pendant un moment et ensuite revenir dans le Sahel. Parce que leur objectif n'est pas totalement de quitter le Sahel, ils ne vont jamais quitter le Sahel. D'ailleurs, ils l'ont même dit, et même leurs sénateurs l'ont dit à satiété, c'est-à-dire que au Sénat français et même au sein du Parlement français, ils ont dit clairement qu'ils n'ont pas intérêt à quitter le Sahel et qu'ils n'ont pas vocation à quitter le Sahel. Ouais, c'est vrai. Donc cela sous-entend qu'ils n'ont pas l'intention de quitter. Donc ils vont juste aller se planquer quelque part pendant un moment, par exemple dans les pays côtiers, et surtout encore qu'ils ont été acquis, en tout cas à bras ouverts au Niger. Bon, pas par la population nigérienne, le peuple nigérien, qui je salue vraiment le courage d'ici, mais plutôt par l'Assemblée nationale. Apparemment, l'Assemblée nationale nigérienne a été favorable. Bah, l'Assemblée, ouais, l'Assemblée a été activée par l'exécutif, par le président lui-même. Sinon, dans les dispositions, en tout cas, la législation nigérienne ne prévoit pas cela, cette étape-là. Voilà, mais pour il sait qu'il a la majorité à l'Assemblée, donc il a profité soumettre la question aux parlementaires, donc qui ont voté à l'unanimité, qui ont accepté. Maintenant, contre la volonté du peuple, la majorité du peuple nigérien, qui multiplie les sorties pour demander le départ de Barkhane de chez eux. Donc ils n'ont pas fait de référendum, c'est ça, au Niger, c'est ça? Non, il n'y a pas eu de référendum. Ils sont juste passés à l'Assemblée. Ils ont soumis la question à débat à l'Assemblée et après, ça a été sanctionné par un vote. Alors évidemment, quand on a la majorité à l'Assemblée et quand on amène ce genre de projet, ben, c'est voté, ça passe, ça dit comme une lettre à la poste. Mais est-ce qu'au Niger, il n'y a pas une partie de la population aussi qui souhaite la présence française? Bon, moi je ne pense pas. Je pense que ça ne peut être peut-être que les partisans du président nigérien. Ça ne peut être que eux, pour des raisons politiques, peut-être pour ne pas donner l'impression qu'il n'est pas soutenu. Donc eux, ils peuvent le suivre. Sinon, nous savons tous que majoritairement, le peuple nigérien, quand même, c'est-à-dire qu'il n'est pas favorable à cette présence de l'armée française. Ce n'est pas, depuis bien avant que Barkhane ne dépose sa valise entièrement au Niger, après avoir été chassé du Mali, comme un malpropre.
Et quand ils sont allés au Niger, bien avant qu'ils aillent au Niger, il y avait déjà des contestations par rapport à la présence militaire française au Niger. C'est vrai. Alors donc, ça n'a été qu'une peut-être la goutte d'eau seulement qui a débordé le vase. La goutte d'eau qui a Et on débordé voit le vase. que, voilà, donc les Nigériens quand même n'entendent pas cautionner la présence, en tout cas sur leur territoire de l'armée. Ils pensaient que c'était une zone de transit, un moyen, voilà, d'acheminer le matériel et après pour les transporter en France. Mais voilà, ils ont été bernés par les autorités. Même aujourd'hui, avec la présence française là-bas, on entend en longueur de journée qu'il y a des bavures qui sont imputées, c'est-à-dire à la force Barkhane. Donc, exactement comme ça s'est passé au Mali ici. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu des bavures ici de l'armée française ici au Mali. Donc, ça veut dire que c'est donc le départ, alors la fin de l'opération Barkhane dans le Sahel, c'est un petit peu comme celui qui tient le ballon et qui se dribble lui-même, c'est ça? Bah oui, en gardant le ballon, hein, pour paraphraser en tout cas le Premier ministre par intérim. D'accord. Et c'est la même chose, Ibou. Ça juste voilà, donner l'impression que l'on veut se retirer, parce que nous savons tous quand même que la Russie aussi est en train de pousser ses pions. Alors, comme on dit, la nature a horreur de vite. La France ne va pas laisser le champ libre à la Russie quand même. Donc, ils vont juste changer de stratégie, de méthode. D'accord. Donc, laisser le champ libre. Laisser le champ libre, ça va nous permettre de rentrer dans notre deuxième sujet. Et par rapport à l'amunissement. Alors, il y avait beaucoup de gens au Mali qui avaient décidé de chasser l'amunissement. Des regroupements de jeunes tels que le mouvement Yelewolo, etc. Beaucoup de gens disaient oui, il fallait que l'amunissement s'en aille. Les gens n'étaient pas contents de l'amunissement. Et progressivement, on se rend compte que l'amunissement, elle se démantèle d'elle-même. On a appris que la France, elle a quitté le Mali, comme vous le savez. Il y a le Danemark, le contingent danois, il y a les Allemands, il y a maintenant les Anglais aussi qui comptent quitter l'amunissement, ils sont bons. Et il y a les Ivoiriens aussi qui quittent l'amunissement. Vous en pensez quoi, finalement? Bon, les mouvements de contestation contre l'amunissement a même précédé la mission de l'amunissement au Mali ici. Si on essaie de remonter dans le temps, nous savons tous qu'il y avait une bonne partie des Maliens qui n'étaient pas favorables au déploiement de l'amunissement au Mali. On se souvient que le même mouvement Yelewolo, debout sur les remparts, depuis bien avant que l'amunissement ne soit déployé au Mali, était opposé au déploiement de l'amunissement. Il y a eu des contestations, il y a eu des marches, des mouvements, des manifestations. Comme on était dans un régime d'exception, certainement les gens n'étaient pas suffisamment courageux pour sortir et s'opposer à ce que l'amunissement soit déployé. Donc il y a eu des contestations. Et là maintenant, quand l'amunissement a été déployé, depuis les premières années de son déploiement aussi, il y a eu toujours des contestations. Donc en un mot, toute la mission a été émaillée de contestations. Alors, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Nous constatons qu'avec l'arrivée des nouvelles autorités de transition, on a constaté que l'amunissement est en train de se désagréger d'elle-même. Parce que les autorités, je crois qu'ils ont su être intelligents. Beaucoup les ont reproché d'avoir accepté le prolongement la prolongation du mandat de l'amunissement, dernièrement, la dernière prolongation. Au mois de juin passé. Voilà, au mois de juin passé, beaucoup les ont fait plein de reproches. On a dit non, on n'aurait pas dû accepter. Bon, si on le faisait, c'est comme si on allait déclarer une guerre au monde entier. Donc, parce qu'une mission des Nations Unies, quand même, est une mission d'envergure mondiale. Même si ce n'est pas tous les pays du monde qui y participent, mais quand même, il faut rappeler qu'il y a près de 55 pays qui participent à l'amunissement au Mali. 55 pays, hein? 55 pays. Ah, ça fait beaucoup, ça. Donc, c'est beaucoup. Voilà, il y a même des pays, voilà, si on entend des noms qu'on n'a jamais entendus, même le Bhoutan, des pays comme le Bhoutan, des pays, des micro-pays, qui ont des troupes chez nous ici. Certains sont présents ici à travers 5 à 10 éléments seulement, 10 militaires, 15 militaires, donc pratiquement insignifiants. Et pour les résultats que nous connaissons déjà, il n'y a pas de résultats quantifiables satisfaisants sur le terrain. Donc bref, l'amunissement est en train de se désagréger, de se vider de son contenu, parce que on n'entend que des retraits. Ouais, que des retraits. Hein. Il y a certains pays qui sont déjà partis. Je rappelle que le Pays-Bas est le premier pays à se retirer depuis 2019. Le Pays-Bas s'est retiré d'abord depuis 2019.
Alors, et là même, eux-mêmes, ils ont déployé leurs troupes qu'ils ont retirées du Mali, ils les ont redéployées, c'est-à-dire en Afghanistan. Ah. Ils les ont déployés en Afghanistan, voilà. Donc après, il y a d'autres pays aussi qui ont quitté. Et on essaie de faire même un petit récapitulatif déjà. À date, nous savons qu'il y a le Pays-Bas qui est parti. Donc si les trois, après le Pays-Bas, il y a l'Égypte aussi qui est partie. Il y a la Suède également qui a plié bagage. Alors, il y a le Bénin qui annonce son retrait. La Côte d'Ivoire aussi annonce son retrait récemment. Et avant ça, il y a le Royaume-Uni qui a annoncé son retrait. Et on se rappelle que l'Ukraine aussi avait retiré son avion de transport de troupes qui était déployé au sein de la MINUSMA. Ah, l'Ukraine, hein? Ah ben oui, avec la guerre en Ukraine, quand la guerre a éclaté, je ne me rappelle pas exactement, mais au bout de 2 mois, 3 mois, ils ont demandé à ce que cet appareil-là soit rappelé. Parce qu'eux-mêmes, ils en avaient besoin. Bah oui. Voilà. Donc la MINUSMA est en train de se vider de son contenu. Ouais. Alors, nos autorités n'ont même plus besoin de leur demander de partir. Certainement, il y a des mouvements qui vont continuer encore à demander leur départ. Bah oui. Mais c'est comme si on est en train de défoncer une porte déjà ouverte. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est pas la peine de sortir, dire qu'on va les chasser, c'est ça? Bah bon, peut-être je ne dirais pas que ce n'est pas nécessaire. Parce que ça va peut-être accélérer le processus de départ, de fin de l'aménagement, les sorties, mais je suis sûr qu'à ce rythme-là, au rythme où on va, même s'il n'y a plus de sorties, même si on ne sortait plus, eh ben, c'est qui est sûr, voilà, l'aménagement est appelé à partir et très prochainement. Je ne suis même pas sûr que l'on va renouveler le mandat de l'aménagement, en tout cas, peut-être même si on le fera prochainement, mais je ne pense pas que ça va aller au-delà de 2 ans, de mon point de vue. Ouais, et là encore, c'est s'il y a des troupes encore. Et les travailleurs et les Maliens qui y travaillent? Bon, les Maliens qui y travaillent, je crois que là, puisque nous parlons du Mali, nous parlons de l'intérêt général, c'est-à-dire du Mali, nous ne parlons pas d'intérêt particulier. C'est vrai que ce serait regrettable ceux-là qui travaillent, qui vont se retrouver sur le marché de l'emploi. Mais est-ce que le pays n'est pas au-dessus de tout ça, de mon point de vue? Puisqu'il s'agit de la sécurité du pays, il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. Alors, est-ce qu'on doit sacrifier cet intérêt supérieur de la nation pour préserver les intérêts, c'est-à-dire que de quelques particuliers, de quelques Maliens? Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que depuis que les autorités de la transition ont accepté le prolongement, le renouvellement du mandat de la MINUSMA, est-ce qu'on pouvait dire que depuis ce temps-là, les autorités avaient vu ça venir? Moi, je crois qu'ils ont vu ça venir, de mon point de vue. C'est pour cela qu'ils n'ont pas jugé utile de s'opposer au renouvellement du mandat de la MINUSMA. Ils savaient pertinemment que d'ailleurs, avec la situation tendue entre le Mali et la France, tous ces pays-là, ça dit ont été drainés ici au sein de la MINUSMA pratiquement par la France. Et d'ailleurs, c'est la France qui a été le penrolleur, comme on le dit, c'est le porte-plume, en tout cas, de cette affaire de MINUSMA au niveau de l'ONU. Absolument. Alors, donc, tous ceux-ci-là sont venus sous la couverture pratiquement de la France. Ce sont ses alliés occidentaux, voilà, et africains. Donc, on sait même que le Tchad qui est intervenu au Mali, voilà, pour repousser les terroristes, les hordes terroristes, on sait que le Tchad avait été sollicité par les autorités maliennes d'alors. Le Tchad n'avait pas daigné, en tout cas, accepter d'envoyer ses troupes. Il a fallu que la France demande au Tchad d'intervenir. C'est suite à ça que les Tchadiens sont venus. C'est vrai, évidemment, ils sont venus, ils ont fait un travail remarquable, nous les remercions pour ça. Mais nous avons vu encore qu'il y a 1 an, je crois, décembre, si je ne m'abuse, juin 2021, le Tchad a annoncé le retrait de la moitié de ses troupes, en tout cas, qui étaient déployées dans la zone des 3 frontières. Et voilà, parce que chez eux aussi, il y avait des mouvements, chez eux, il y avait la rébellion aussi qui se dessinait un petit peu. Alors, juste une dernière question très rapidement. Alors, est-ce qu'avec tout ce retrait de la MINUSMA, de Barkhane, de Takuba, parce que finalement les autorités maliennes ont démantelé tout, désagrégé tout le système qui était là, est-ce que le Mali seul, sur le plan sécuritaire, pourra continuer avec ses nouveaux partenaires russes? Bon, moi je crois que la bonne question d'abord c'est est-ce que la présence de tous ces pays, 55 pays, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'avec la présence de tous ici, avec Barkhane, est-ce que le Mali s'est porté mieux?
Moi, c'est la question que je me pose. Quel est le bilan de l'intervention de l'aménagement au Mali? Quel est le bilan de la force Barkhane au Mali? Et quand il intervenait au Mali, l'insécurité était confinée au centre, au nord du pays. Au nord, et après l'insécurité s'est métastasée au centre et même le sud, donc aucune partie du pays n'a été épargnée. Ouais. Alors, est-ce qu'on doit continuer à ménager ces forces-là chez nous ici, soit disant que nous voulons rester dans le politiquement correct, ou que nous ne voulons pas montrer que nous sommes anti-diplomatiques? Moi, je pense que la question est plus importante que tout ça. Alors, ceci s'apprête à partir. Le Mali est en train de nouer de nouvelles relations, pas qu'avec la Russie seulement. Parce on parle tout le temps de la Russie. Il n'y a pas seulement que la Russie. On a d'autres partenaires, il y a la Turquie, il y a l'Iran, il y a d'autres pays, il y a même les pays africains. Il y a le Burkina. Même aujourd'hui, mais bien sûr, la coopération avec le Burkina, la coopération avec la Guinée, tout près. Donc on entretient des relations avec d'autres pays africains, pas seulement des pays africains, avec des pays européens, même ceux qui sont au niveau de l'Union européenne, qui n'entendent pas suivre la France dans tout ce qu'elle fait, qui ne partagent pas l'approche de la France. Et il y a d'autres puissances aussi qui ne sont pas des puissances européennes qui sont avec le Mali, mais on n'en parle presque pas. Donc ce n'est pas que le Mali est esselé. Certes, il faudrait aussi que nous ne perdions pas de vue que ce combat-là, nous serons devant, nous allons occuper la ligne de front. Ce combat-là, certes, nous avons besoin de l'aide de d'autres, mais c'est nous qui nous allons faire le plus dur, c'est-à-dire que de la mission. Parce qu'il s'agit de notre territoire, c'est nous qui devrions être en première ligne dans ce combat de libération de notre pays. Alors je suis sûr que notre armée a déjà compris ce message. Les autorités qui sont en place sont dans cette dynamique. Je crois qu'ils ont compris que le gros du travail sera fait par eux, raison pour laquelle on a multiplié les opérations Keletiki, il y a d'autres opérations aussi, je n'ai pas tous les noms. Mais donc globalement, pour vous, ça va mieux, c'est ça, ça va quand même? Pour moi, la situation est en train de s'améliorer à certains endroits. Oui. Même si jusqu'à présent, nous avons des inquiétudes, c'est-à-dire que par rapport à certains endroits. Dans la région de Gao, Anderboukan peut-être, Ménaka, Ansongo. Voilà. Donc il y a jusqu'à présent, il y a du boulot à faire. On a du boulot à faire, mais il faut reconnaître quand même que les opérations qui sont menées, les résultats sont vraiment éclatants, on les voit. Maintenant, ce que nous déplorons, ça c'est un peu la libération. Si on intervient pour libérer un territoire ou une localité, s'il n'y a pas de sécurisation, de politique de sécurisation de ces localités après avoir été libérées, alors il est clair que les terroristes vont revenir et s'aimer la terreur. Ils vont revenir, c'est ça. Alors il faudrait aussi que les opérations qui sont faites par-ci et là soient accompagnées par des actions de développement. Que ces opérations aussi soient accompagnées par le retour de l'administration. Parce que tant qu'il n'y a pas de retour de l'administration, tant qu'il n'y a pas d'action de développement, les gens vont toujours continuer dans la précarité et l'insécurité va encore se réinstaller. Donc c'est ce que je crois que les autorités ont compris ça. Et d'ailleurs même c'est pour cette raison, si je ne m'abuse, qu'ils ont dernièrement décidé de militariser la police et la protection civile pour que ceci puisse vraiment couvrir les arrières de l'armée. C'est ça. Voilà. Pour réoccuper les territoires libérés par l'armée. D'accord. Voilà. D'accord, Ibrahima Sory Diabaté, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes analyste et que vous donnez vos points de vue régulièrement sur l'actualité malienne. Merci beaucoup et à bientôt. Je vous en prie.